Alors, on va commencer donc le premier cours de physique. Donc d'abord une petite présentation de la matière. Donc la physique, c'est un peu la matière qui fait peur en P1. Il y a vraiment une règle très importante en physique. La première règle, c'est de ne pas abandonner cette matière au cours du semestre. Même si vous avez le sentiment de ne pas avancer, même si vous avez le sentiment de ne pas avancer, de ne pas progresser, c'est vraiment la première règle, c'est de ne pas l'abandonner. Voilà, alors, au niveau du concours, l'épreuve de physique est comprise dans l'UE3, dans laquelle on a aussi de la biophysique et une petite partie de chimie. L'épreuve de physique est en QCU, donc c'est des questions à choix unique, c'est la seule matière dans laquelle vous avez des questions à choix unique. Ça veut dire que si vous trouvez une proposition bonne, les autres sont fausses. Donc du coup, ça permet d'avoir des raisonnements qui sont plus logiques, donc de se dire, ouais, donc ça c'est faux, donc ça élimine ça, enfin... On peut réfléchir de manière plus logique en physique en éliminant des propositions que dans les autres matières. Donc voilà, dans le sujet du concours, il y a une trentaine de questions qui sont réparties en 3 exercices environ. Voilà, c'est assez long et assez dur. Vous pouvez avoir l'impression que vous allez avoir l'impression que la physique c'est complètement, que les exos sont complètement déconnectés du cours, sont vraiment très durs. Mais au final, quand on a une bonne maîtrise de son cours et de ses démonstrations, on se rend compte qu'en fait les profs ils veulent que vous compreniez les éléments de physique, de mathématiques qui sont dans vos démonstrations et que vous sachiez les réappliquer. Donc voilà, donc c'est essentiel que vous passiez énormément de temps sur votre poly de cours à bien maîtriser vos démonstrations, à les comprendre, à savoir les refaire et que vous n'appreniez pas les formules bêtement. Donc voilà. Bon, sinon moi je me présente, je m'appelle Alexandra, j'étais RGD physique l'année dernière, je suis en 3e année de médecine et voilà. Et donc je fais la pré-rentrée pour la 2e fois. Donc voilà, donc on va commencer, on va d'abord faire une partie de maths pure. Pour se remettre un peu à niveau. C'est vraiment hyper important, et ça notez-le tout de suite, si vous ne maîtrisez pas vos intégrales, vos dérivés, vos fonctions ln exponentielles, que vous les révisiez maintenant, avant la rentrée, que vous les connaissiez parce que vous ne pouvez pas avancer en physique si vous ne connaissez pas ça. Donc voilà, et puis on va voir quelques éléments de mathématiques indispensables. Il y en a qui sont marqués à l'intro du poly de cours. Mais vous verrez, vous compléterez au fur et à mesure de l'année, vous irez voir dans vos bouquins de terminale, dans des bouquins pour compléter les éléments de mathématiques qui vous manquent. Alors, donc la présentation du programme. Donc, c'est toi. Donc le programme de physique. Alors en orange, il y a tout ce qu'on va traiter cette année. En orange, il y a tout ce qu'on va traiter en pré-rentrée. Donc vous voyez qu'en fait, en pré-rentrée, on balaie en 5 cours quand même une grosse partie du programme. Donc c'est normal si vous vous sentez un peu noyé, si vous êtes primo. On va vraiment faire énormément de choses, ça va aller vite. Essayez de vous concentrer, d'absorber le maximum de trucs maintenant. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, mais tout ce que vous aurez déjà compris maintenant, ce sera du temps gagné, et après ce sera de la panique en moins quand le semestre commencera vraiment. Donc essayez de rester vraiment hyper concentré. Donc vous voyez, il y a plusieurs parties. Ça, hydrostatique, dynamique des fluides parfaite, dynamique des fluides réels, c'est la mécanique des fluides. Donc ça, c'est le premier gros chapitre qu'on va faire en 2 cours. Là, ici, c'est le 2e chapitre. Et en fait, au final, le but final du programme, c'est de modéliser l'électriquement des cellules biologiques. Donc c'est pour vous montrer que ce qu'on fait a un réel intérêt en physiologie. Enfin, le cours est construit autour d'un objectif un peu de physiologie. Donc voilà, donc bon là vous avez la présentation des séances. À la fin de la séance, il y aura des exercices à faire chez vous pour le prochain cours, donc qui aura lieu jeudi. C'est moi qui vous ferai votre cours 2, mais après ce sera un autre prof. Donc il faut que vous les prépariez et on les corrigera en séance et vous aurez en fait les corrections à la fin des cours. Donc voilà, il faut venir en cours pour récupérer les corrections. Allez, on commence avec les maths. Donc tout d'abord, on rappelle la définition d'une dérivée. Donc f' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, la dérivée, c'est une petite variation de f sur une petite variation de x. Vous avez appris au lycée qu'une dérivée, ça correspondait au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc c'est ça, c'est
le YB moins YA sur XB moins XA. C'est une petite variation des Y sur une petite variation des X. Donc, on note le DF et le DX. Vous allez voir que ces notations vont avoir un rôle très important dans notre cours. On va retrouver beaucoup de petits d comme ça pour exprimer des choses très petites. Donc il ne faut pas trop qu'elles vous préoccupent, ces notations, même si ça vous connaissez. Plus tard, les petits d voudront juste dire des choses petites. Donc on écrit f' de x égale df sur dx en x. Cette notation veut dire, on prend la dérivée au point x. Bon, jusque-là, rien de très compliqué. Alors, donc là, on a un exemple. Donc la notation qu'on écrit df sur dx, elle présente l'avantage de pouvoir séparer les variables. Donc, alors là, pour les primants, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait au lycée parce que ça a été supprimé du programme, c'est les équations différentielles. Il faut que vous rattrapiez absolument ce retard. On va les voir rapidement là, mais on n'a pas trop de temps. Donc il faut que vous trouviez le moyen de demander à vos frères et sœurs, n'importe qui, mais il faut que vous rattrapiez ce point de maths qui est indispensable. Je vous rassure, je connais beaucoup de doublons qui ne savent pas résoudre des équations différentielles. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un truc comme ça? Bon là c'est pas une équation différentielle et tout, on va voir après dans la suite du cours, mais il y a des méthodes qu'on réutilise. En fait, quand on a un truc comme ça, on va séparer les variables, c'est-à-dire qu'on met à gauche tout ce qui est en f et à droite tout ce qui est en x. Après, on intègre, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la fonction f. Donc, on intègre. Alors, il y a deux manières pour intégrer, et ça, c'est très important, notez-le. Soit on intègre avec des bornes, c'est-à-dire on met un truc en haut et en bas de l'intégrale, enfin voilà. Et dans ce cas-là, on ne se préoccupe pas de la constante. Soit on intègre de manière indéfinie, c'est-à-dire on ne met pas de borne, mais dans ce cas-là, il ne faut surtout pas oublier de mettre une constante d'intégration à la fin. Parce que ça, on l'oublie tout le temps et ça pardonne pas, quoi. Et après, il faut trouver cette constante avec les conditions initiales. On en verra des exemples, mais enfin voilà, il y a vraiment deux manières d'intégrer, il ne faut pas se mélanger entre les deux. Donc on intègre, donc ici on va intégrer de manière définie. On nous donne... Non, on ne donne rien. Si, on nous donne f de 0 égale f0, donc nous, on veut f de x. Donc on va intégrer df entre f de 0 et f de x, et on va intégrer x carré dx entre 0 et x. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait f de x moins f de 0, donc on passe le f de 0 de l'autre côté. Et là, on va avoir du plus x3 sur 3, donc c'est la primitive de x carré. Et voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc voilà, mon petit exemple de l'intérêt de cette notation. Donc voilà, bon, alors on vous a mis un petit truc sur les équations différentielles. Une équation différentielle, en fait, c'est une équation qui fait apparaître une fonction et ses dérivés. Et le but d'une équation différentielle, résoudre une équation différentielle, c'est trouver la valeur de la fonction. Donc en gros, on a une fonction qui fait apparaître f, f', f seconde, éventuellement, enfin voilà. Et le but, c'est de trouver f de x égale. Donc là, on vous a mis la forme la plus simple de l'équation différentielle, f' de x plus a f de x égale 0. Et le but, c'est de trouver f de x. Donc là, on vous a mis la méthode de résolution théorique. Je ne sais pas s'il y a un exemple. Ouais, on a un exemple après. Donc, la méthode, bon, on va la... Enfin, ouais, elle est... Enfin, vous pouvez la lire et tout ça. De toute façon, c'est une gymnastique mathématique à acquérir. Donc là, on a un exemple d'équation différentielle. On va prendre l'exemple pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On nous donne f' de x égale moins f de x sur x carré. Alors, donc on a une fonction et sa dérivée première. Donc là, cette notation f' de x, elle est un peu pénible, donc on va la remplacer par la notation df sur dx. Du coup, une fois qu'on a ça, on va faire comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va séparer les variables. Donc on va mettre tout ce qui est en f à gauche et tout ce qui est en x à droite. Et sur f, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Donc là on intègre, alors là on intègre en mettant des bornes. Donc du coup on ne se préoccupe pas de la constante.
on intègre en mettant des bornes parce qu'on a... en fait, c'est au choix. Moi, je préfère toujours intégrer de manière indéfinie et après rajouter une constante parce que comme ça, c'est étape par étape. Mais si vous vous sentez d'intégrer directement avec les bornes, vous pouvez. Et puis ça dépend un petit peu des exercices parce qu'il y a des exercices où c'est plus ou moins explicite de faire l'un ou l'autre. Alors, donc on intègre, on nous dit f de 1 égale 1, donc on utilise ce qu'on nous donne. Hein. Donc là c'est f de 1, donc c'est 1. Et là on met f de x. Ici on va avoir 1 et x. Donc la primitive de df sur f, donc ça c'est une primitive que vous devez connaître, c'est la fonction ln. On n'oublie pas de mettre la valeur absolue, parce que ln d'un truc négatif c'est faux. Bon. A priori en P1 ça sert pas non plus énormément, mais bon voilà. Et donc on intègre x carré entre 1 et x, donc du coup ça nous donne du x3 sur 3 moins 1. Donc ln de 1 c'est 0, on nous dit dans l'énoncé que la fonction f est strictement positive, donc on peut enlever la valeur absolue, et on passe l'exponentielle, et on trouve f de x est égal à exponentielle de x3 sur 3 moins 1. Donc voilà, là on a résolu une équation différentielle simple, qui n'avait pas de second membre. Donc déjà, essayez déjà de maîtriser cette méthode et ensuite dans les prochains cours on verra des équations différentielles un petit peu plus costauds. Donc l'idée c'est une fonction et ses dérivés. Pour pouvoir intégrer l'équation, on sépare les variables. Comme ça, ici, on a une fonction dont la primitive est ln. Et ici, enfin voilà, on s'en sort comme ça. Voilà. Mais bon, de toute façon, les équations différentielles, c'est vraiment pas difficile du tout. Il faut juste comprendre comment ça marche, et pour ça, il faut en faire plein. Donc, essayez vraiment de vous entraîner, et ça viendra. Alors, maintenant, on va voir un autre élément de mathématiques, ce sont les fonctions à plusieurs variables. Donc, une fonction, vous avez toujours vu des fonctions qui dépendaient que d'une seule variable, mais dans le monde de la physique, les fonctions dépendent souvent de plusieurs variables. Par exemple, la concentration peut être exprimée en 3 dimensions. Donc la concentration peut varier selon x, selon y et selon z. Donc voilà, donc pour exprimer des fonctions à plusieurs variables, on note comme ceci f de x, y, et voilà, on peut donner une expression comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on cherche à dériver une fonction à plusieurs variables? Eh bien, on utilise des petits dérons pour dire qu'on dérive f uniquement par rapport à x. C'est-à-dire que quand on dérive f par rapport à x, on considère que les autres variables sont des constantes. Donc ici, on dit que y est une constante, puisqu'on dérive par rapport à x. La dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée d'une constante est nulle. Ici, on dérive f par rapport à y. La dérivée de x carré est nulle, puisque c'est une constante. Et la dérivée de 4 sur y, c'est moins 4 sur y carré. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. On dérive par rapport à une seule variable en considérant les autres comme constantes. Alors, il y a une autre notation qui est un peu nouvelle pour vous, c'est celle du vecteur gradient. Donc, ça, c'est un truc, vous n'allez pas devoir vraiment le manier, il faut juste que vous sachiez qu'il existe, que vous connaissiez sa définition et sa propriété fondamentale. Le vecteur gradient, donc déjà, c'est important de voir que c'est un vecteur, donc ça veut dire que dans la notation vecteur gradient, on a non seulement la valeur du gradient, mais on a aussi la direction, le sens, enfin voilà, donc un vecteur ça contient plusieurs informations. Les coordonnées du vecteur gradient, c'est les dérivés de la fonction par rapport aux différentes variables de la fonction. Donc si on a une température qui varie dans l'espace, représentée par une fonction t de x, y, z, on note gradient de température, le vecteur dont les coordonnées sont les dérivés par rapport à chacune des variables de la fonction t. Voilà, ça s'arrête là, vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup d'autres choses à propos du gradient, si ce n'est la propriété fondamentale, c'est que le vecteur gradient indique toujours la direction du sens croissant de la fonction. Donc c'est ce qu'on vous a mis ici, il pointe dans la direction et le sens d'une augmentation des valeurs. Parce que puisque ce vecteur a pour coordonnées les variations de la fonction, et en fait, il indique le sens des variations croissantes de la fonction. C'est ce qu'on vous a mis là dans cette phrase. Hein. Il indique le sens croissant des valeurs de la fonction.
Donc voilà, bon, le gradient, faut pas que vous buggiez dessus. De toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous dira, on utilisera des gradients, mais au final, on ramènera toujours les choses à une seule dimension, et du coup, on dira, on considère que selon l'axe des x, et du coup, on aura juste le dt sur dx, et on se préoccupera pas du reste. Donc au final, c'est juste, il faut juste connaître ça, mais c'est pas, faut pas bloquer dessus. Donc les développements limités. Alors ça, en revanche, c'est un des trucs les plus importants vraiment de ce cours, parce que ça sert dans vraiment plein de situations différentes. Alors, là, on vous a mis une formule qu'il faut que vous connaissiez absolument par cœur et que vous sachiez remanier dans tous les sens. Vraiment, enfin voilà, il faut que vous puissiez l'appliquer. Bon, on va revoir des exemples dans ce cours-là, mais aussi dans d'autres cours. Elle sert dans vraiment énormément de cas. Je vais vous l'expliquer graphiquement, et puis après, on verra, on discutera de ce qu'on peut en faire. L'idée, si on a une courbe f de x en fonction de x. Moi, je veux connaître f de x plus dx, en sachant que dx, c'est un truc très petit. Donc, je veux connaître la valeur de f juste au-dessus de f de x. Et je connais f de x. Donc, en gros, l'idée, là, je suis en x. Là, je suis en x plus dx. Entre les deux, on a un intervalle très petit qui est dx. Je connais f de x. Et moi, ce que je veux, c'est f de x plus dx. Donc l'idée, c'est que je dis f de x plus dx, pour arriver jusque là, c'est ça plus ça. Donc f de x plus dx, c'est déjà f de x plus un petit quelque chose. Donc ce petit quelque chose, c'est ça. Comment est-ce que je vais le calculer? Je vais dire qu'entre ces deux points, il y a peu de distance. Donc je peux faire l'approximation. Bon là j'ai grossi, hein. On voit que c'est bien une courbe, mais ces deux points sont très proches. Donc je peux dire, je fais l'approximation qu'entre ces deux points passe une droite. Et cette droite, quel va être son coefficient directeur? Et bien ça va être la dérivée de f, parce que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, ici en fait, c'est une équation de droite de la forme ax, où a, le coefficient directeur, c'est la dérivée, le coefficient directeur de la tangente. Ici, on a bien pris la tangente à la courbe, multiplié par la valeur de x à partir de f de x, c'est-à-dire dx. Donc en fait, j'ai pris f de x plus dx, j'ai fait f de x plus ça, et ça, c'est quoi? C'est une forme de droite de la forme ax, où a, coefficient directeur, est le coefficient directeur de la tangente, et où le point x, ça va être dx, puisque en fait, je me place entre ces deux points. Donc voilà, bon ça c'est juste pour comprendre cette formule, il faut la retenir par cœur, par cœur, par cœur. Elle sert dans plusieurs cas. On va en voir un cas là dans la démo qui suit. Et elle sert, voilà, et on aura aussi d'autres cas. En fait, mais ça c'est peut-être des trucs que vous avez déjà vu au lycée, ou peut-être pas. En gros, si vous prenez, si vous appliquez cette formule en dx égale 0, non, quand x tend vers 0, vous trouvez ces formules-là avec... bon, je vais vous faire un exemple pour que vous compreniez, parce que là, je ne m'explique pas très clairement. En gros, si j'applique cette formule avec la fonction exponentielle, en exponentielle de 0 plus x, donc en gros, l'idée c'est que x tend vers 0. Donc e de 0 plus x, c'est mon f de x plus dx, c'est-à-dire je me place au point 0, et en fait mon x c'est mon dx, c'est-à-dire un truc qui est très petit, très proche de 0. Donc on me dit que c'est f de x, donc f de x c'est e de 0, plus la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle toujours en 0, en x, enfin, la dérivée de l'exponentielle ici, c'est dans la valeur, cette valeur-là, le f de x plus dx qui est devenu e de 0 plus x, multiplié par le petit écart qui est x. Donc en fait là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai simplement réécrit cette formule-là en remplaçant f par exponentielle, x par 0 et dx par x. Et du coup, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que quand x tend vers 0, on a, si j'enlève tous les trucs qui valent 1 et tout ça, e de x qui est égal à 1 plus x.
Et donc ça, c'est une approximation qui est très utile et qui sert beaucoup pour simplifier les calculs dont vous aurez besoin. Donc entraînez-vous chez vous à faire les deux autres. Donc c'est le même principe, vous utilisez cette formule-là, vous remplacez exactement pareil. Et voilà, c'est toujours quand x tend vers 0. Donc voilà, donc ça c'est vraiment genre, c'est un peu une des diapos les plus importantes de ce cours. Alors, les analyses dimensionnelles. Donc, l'analyse dimensionnelle, c'est un truc que vous allez souvent aimer en physique. Ça vous permet d'éliminer des propositions dans une question dans laquelle vous êtes noyé. Parce que, en fait, en physique, une proposition ne peut pas être juste si elle n'est pas homogène. Homogène, ça veut dire que tous les termes ont même dimension. Et que, enfin ça vous l'avez vu au lycée, qu'une fraction, bah voilà, si on a une vitesse égale une distance sur un temps, et bah, il faut que des mètres secondes soient des mètres sur des secondes. Et bah voilà, si c'est pas vérifié dans les propositions, c'est directement faux. Et ça, c'est utile, parce que mine de rien, quand on galère et qu'on n'a aucune idée de comment chercher tout ça, ça peut servir d'utiliser un petit peu les analyses dimensionnelles. Donc l'idée, c'est qu'on exprime les grandeurs en fonction des grandeurs fondamentales, ml, ti, θ, donc elles sont mises là. Donc par exemple, la dimension d'une force. Une force, qu'est-ce que c'est? C'est une masse fois une accélération. Donc masse m, et une accélération, c'est une vitesse divisée par un temps. Donc une vitesse, c'est lt-1, des mètres par seconde, c'est lt-1, et si on divise encore par un temps, ça fait lt-2, donc on a mlt-2. Donc pour retrouver la dimension des différentes grandeurs que vous avez, il faut que vous passiez par des relations. Donc vous vous dites force, masse fois accélération, machin. Vous apprenez pas par cœur des analyses dimensionnelles. Hein. Enfin voilà, juste par exemple, je sais pas, pour trouver la dimension d'une énergie. Alors, après chacun a ses trucs, mais moi je faisais une énergie, c'est E égale mc2, donc c'est la dimension d'une masse fois la dimension d'une vitesse au carré. Donc ça me donne m. Une vitesse c'est lt-1, donc au carré ça me donne l carré t-2. Et on retrouve comme ça toutes les dimensions de tous les trucs. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire un truc homogène? C'est pas seulement V égale D sur T, des mètres par seconde est égal à des mètres sur T secondes. C'est aussi, dans une somme, par exemple, si on a l'équation AB plus C égale D, il faut que la dimension de AB soit la même que la dimension de C et la même que la dimension de D. Donc voilà, ça c'est pour vérifier... Alors ça vous sert dans deux cas, ça vous sert à vérifier votre calcul, parce que si jamais vous trouvez un résultat au bout de 3 pages de calcul et qu'il n'est pas homogène, vous savez que c'est faux. Et ça vous sert aussi, dans les propositions, à éliminer des propositions que vous pouvez voir direct qu'elles sont fausses. Donc voilà, on vous dit, ça vous permet de trouver l'unité. Ah oui, ça vous permet aussi de trouver l'unité. Parfois, on vous demandera l'unité d'un truc, et donc vous faites par analyse dimensionnelle en vous servant des relations, et vous pourrez tomber sur l'unité. Vous tomberez sur l'unité. Donc voilà, donc on a fini les rappels de mathématiques. Donc vous voyez, on a vu quand même pas mal de trucs. Retenez bien les développements limités. Les équations différentielles, franchement, vous avez encore 10 jours avant la rentrée, même un peu plus. Essayez de demander, essayez de comprendre le mécanisme des équations différentielles. On n'a pas vraiment le temps de le faire de manière très approfondie. S'il me reste un petit peu de temps, à la fin du cours, je vous ferai une explication un petit peu plus complète que celle-là. Mais bon, on va voir. Donc, on va commencer le cours de physique, à proprement parler, avec la première partie qui est la mécanique des fluides. Donc, dans les états de la matière, il y a l'état solide et l'état fluide. Parmi les fluides, on a les gaz et les liquides. Voilà, donc ça c'est une super définition, très utile. Voilà. Donc les liquides ont un volume qui est bien défini. 1 litre d'eau reste 1 litre d'eau, même si on le transvase. Et ils présentent une interface bien définie, c'est-à-dire une surface de séparation. Ils n'ont pas de forme propre, mais un volume propre. Bon, ok. Je peux vous dire que ça s'arrête là. Donc, il y a un truc qui est important, je ne sais pas si on vous le dit après. Ouais, bon, je vais vous le dire maintenant. Il y a un truc qui est important à distinguer entre les liquides et les gaz, c'est que les liquides sont incompressibles. On ne peut pas compresser 1 litre d'eau, ils gardent toujours le même volume. Alors que les gaz sont compressibles. 1 litre d'air, vous pouvez le comprimer et en faire un demi-litre d'air plus concentré. C'est une propriété importante. Et du coup, la seule grandeur qui va changer entre les deux, c'est la masse volumique, c'est-à-dire la masse par unité de volume.
Pour un liquide, la masse volumique est constante, alors que pour un gaz, elle n'est pas constante. Elle peut varier. Voilà. On verra des cas dans lesquels ça peut servir. Alors, maintenant, on va parler de l'échelle d'étude. Alors, le truc, nous, on va étudier des fluides, donc des liquides, des gaz. On ne peut pas, dans un fluide, étudier individuellement les molécules. Nous, on va s'intéresser à une échelle très petite pour pouvoir étudier ce qui se passe à une échelle très petite, mais on ne peut pas étudier le mouvement des molécules parce qu'en fait, les molécules dans un liquide ou dans un gaz, elles font de l'agitation thermique. Donc elles sont tout le temps en train de faire un mouvement désordonné qui n'est pas le mouvement d'ensemble du fluide. Quand vous avez une rivière qui s'écoule, chaque molécule d'eau, elle fait n'importe quoi, elle se dirige dans toutes les directions en même temps, mais c'est le mouvement d'ensemble qui fait un truc observable et quantifiable dont on peut étudier les propriétés. Donc du coup, l'échelle de mesure, on va prendre un petit cube de fluide avec dedans beaucoup de molécules et on va dire que c'est notre unité d'étude. On va appeler ça une particule de fluide. On va retrouver les petits dés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc une particule de fluide, elle est très petite. Donc du coup on va dire que ses dimensions, ça va être dx, dy, dz au lieu de x, y, z. Donc il ne faut pas que ça vous perturbe ces petites notations. Au final, quand vous raisonnez en physique, si vous avez un truc très petit, vous mettez des petits dés. Et après, quand vous passez à la résolution des équations, et ben, quand il y a des petits dés, il faut intégrer, il faut faire en fonction. En fait, en physique, on fait d'abord toujours une partie physique où on réfléchit, on regarde ce qui se passe, comment les axes et machin. Et après, on résout des équations. Et là, on se pose plus de questions, on résout, enfin voilà, comme au lycée. Enfin voilà. Donc le volume d'une particule de fluide, dV, c'est les dx fois dy fois dz, la masse c'est dm, et donc la vitesse v d'une particule de fluide, c'est pas les vitesses individuelles des particules, c'est la vitesse moyenne d'ensemble. Parce que chaque particule, elle va beaucoup plus vite, elle fait un truc comme ça dans tous les sens. Alors que le truc d'ensemble, il avance moins vite. Donc, la première partie du chapitre de mécanique du fluide, c'est l'hydrostatique. Donc ça veut dire que le fluide est au repos, que la vitesse est nulle. Donc on va aborder une première notion, c'est celle de pression hydrostatique. Donc on enlève par la pensée un volume dV de fluide limité par une surface S. Donc imaginez vous avez un fluide, un bac rempli d'eau, vous enlevez un cube d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le fluide remplit le cube d'eau, il n'y a pas un cube de vide. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a une force qui s'exerce sur les parois du cube, qui pousse, et comme il y a le fluide, ça résiste, mais si on enlève le fluide, ça vient combler. Donc ça montre qu'il y a une force. Cette force, c'est la force de pression hydrostatique. Alors, cette force, il faut la caractériser. Elle a donc des caractéristiques vectorielles. dF est égal à PdS. Alors là, je vous arrête sur un point important. Une pression, donc la force de pression hydrostatique est égale à la pression fois la surface. Alors un point important, la pression n'est pas une force. La pression est un scalaire. Un scalaire, c'est le contraire d'une force. C'est-à-dire, dans les mathématiques, on peut travailler soit en scalaire, soit en vecteur. Mais on ne peut pas trop mélanger les deux. Donc, c'est important de voir que la pression n'est pas une force. Et qu'on a une force de pression hydrostatique qui, elle, va dépendre de la surface. Donc ça, le vecteur surfacique, faut pas que vous vous en inquiétiez. C'est juste un vecteur dont la norme est égale à la surface. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc la pression, du coup, vu que la pression est un scalaire, il faut que ce soit un scalaire dans l'expression dans son expression. Donc c'est la norme de la force de pression hydrostatique divisée par la surface. Là, on a mis un ds et on a mis un df parce que c'est une petite force sur une petite surface. Donc la dimension de la pression, donc quand on veut faire l'analyse dimensionnelle pour savoir quelle est l'unité de pression, on fait c'est une force divisée par une surface, une force c'est une masse ou une accélération, mLt-2, divisé par une surface L2, ça nous donne mL-1T-2. Et ça, c'est des pascals. Il y a d'autres unités de pression qu'on verra plus tard, mais bon, les pascals, c'est vraiment l'unité système international de référence, quoi. Ok, donc là, maintenant, on va passer à la grosse démo du cours.
qui est la démonstration de la relation fondamentale de l'hydrostatique. Donc, vous allez voir dans votre poly de cours de la fac, vous avez donc des démonstrations et des formules. S'il vous plaît, comprenez vos démonstrations. Les formules, à la limite, les profs s'en foutent de savoir si vous les connaissez ou pas. Ce que vos profs veulent savoir, enfin, sur quoi ils veulent vous évaluer, c'est si vous avez compris les démonstrations. Donc bien sûr, les exos, ce ne sera pas la démonstration recrachée, mais il faudra absolument que vous réutilisiez des choses qui sont dans les démonstrations. Donc vous ne pouvez juste pas les passer, quoi. Alors, on va voir une méthode de résolution d'exercice qui est très fréquente, qui revient très souvent, qui fait appel à de la mécanique newtonienne que vous avez normalement abordée au lycée. Donc pour ça, je vais faire un mini rappel d'abord. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La vitesse, c'est la dérivée de la trajectoire par rapport au temps. Et du coup, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la trajectoire par rapport au temps. Voilà. Bon, ça, c'est à connaître. Ensuite, là, on va faire une étude. On va étudier donc, une particule de fluide statique en 3 dimensions. Donc voilà, donc vous allez avoir des exos comme ça avec des axes, un objet étudié. Et puis voilà, et puis des questions bizarres, des QCM bizarres que vous ne comprenez pas trop. Donc l'idée, ce sera toujours la même chose en fait. Donc là, on vous dit, on est en x plus dx, et pareil sur toutes les coordonnées. Hein. Là, on est en z plus dz. Et pareil en y, mais bon, je ne peux pas trop dessiner. Donc, il y a une méthode qui est toujours la même. On commence toujours d'abord par faire le bilan des forces. Là, c'est bien de noter la méthode. Deuxièmement, on applique la deuxième loi de Newton. Et troisièmement, on résout les équations. Donc, on y va, pas à pas. Et en fait, c'est en faisant cette méthode, en distinguant les 3 étapes, qu'on ne se trompe pas. Parce que sinon, vu qu'il y a des lignes et des lignes de calcul, c'est le bazar et tout le monde se plante. Et au final, voilà. Alors, première étape, on liste les forces. Donc, quelles sont les forces qui s'exercent sur cette petite particule de fluide immobile dans son fluide, dans son bac d'eau? On va avoir les forces de pression hydrostatique. Des forces de pression hydrostatique, on en a 6, une sur chaque face, qui sont toutes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, de l'autre côté. Donc, on va noter donc F1, on va en prendre une, la première. Je ne sais pas comment ils les écrivent. Ouais, DF1. Donc, DF1, on va dire celle-là, par exemple. Donc, la force de pression hydrostatique, ça va être la pression en X fois la surface sur laquelle elle s'applique. Donc mon petit élément de fluide, il a pour dimension dx, dy, dz. Donc là, la surface, c'est cette surface-là. Donc dz fois dy, la surface d'un carré, enfin d'un rectangle. Et je rajoute un vecteur unitaire, parce que là j'ai un vecteur, donc il faut que j'ai un vecteur de l'autre côté, absolument. Maintenant, df2, la force qui s'exerce dans l'autre sens. Donc ici, ça va être la pression en x plus dx cette fois-ci. Toujours la même surface dz, dy. Fois le vecteur ux. Qu'est-ce qui manque là? Un moins? Parce que le vecteur qui est dans ce sens-là, il est dans le sens inverse du vecteur unitaire ux. Donc il faut rajouter un signe. Donc voilà, et je fais comme ça pour les autres forces de pression jusqu'à df6. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Donc voilà, df6. Ensuite, j'ai une 7e force qui est, c'est marqué au tableau, le poids. Donc le poids, c'est la masse fois
le vecteur G. Donc la masse, on peut l'exprimer en fonction de la masse volumique. Donc on va dire que c'est ρ dV, la masse volumique fois le volume, fois le vecteur G. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai pas mis de signe moins. Parce que là, dans le vecteur G, j'ai toute l'information qui correspond à G. Si j'écrivais G en fonction de UX, là je mettrais un signe moins. Donc ça c'est égal à quoi? Donc on a toujours ρ, dV on a dit que c'était dx, dy, dz, fois g, uz. Et donc là il faut bien que je mette un signe moins parce que le vecteur g il est dans le sens inverse du vecteur unitaire uz. Donc voilà, donc maintenant j'ai fait mon étape 1, j'ai noté toutes les forces. Donc maintenant je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Alors la deuxième loi de Newton, c'est la relation la plus importante de toute la enfin une des relations les plus importantes de toute la physique. Vous la connaissez sûrement, c'est la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Elle s'appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. Vous pouvez éventuellement le retrouver parfois dans certains exos. Mais bon. Et en fait, il y a un truc que vous avez vu au lycée qui s'appelle le principe d'inertie. Sauf que le principe d'inertie, c'est pas une règle en soi, c'est juste un cas particulier de la seconde loi de Newton. Si l'accélération est nulle, la somme des forces égale 0. Donc ici, on a un fluide qui est statique, donc l'accélération est nulle, donc la somme des forces égale 0. Donc du coup, je peux réécrire dF1 plus dF2, etc. jusqu'à dF6 plus le poids est égal à 0. Donc maintenant, le problème c'est que là, j'ai des vecteurs, je ne peux pas vraiment traiter vectoriellement mon problème. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter sur les différents axes. Donc je vais voir ce qui se passe sur l'axe OX. Sur l'axe OX, j'ai combien de forces qui jouent? Deux forces. En fait, j'ai des forces comme ça sur tous les axes de pression. J'ai mon poids qui est comme ça. Donc sur l'axe des X, j'ai que deux forces. La force de pression hydrostatique comme ça et la force de pression hydrostatique comme ça. Donc j'ai que dF1 et dF2. Donc je les réécris avec ce que j'avais là. Donc ça me donne P de X, dz, dy. Je ne vais pas mettre les vecteurs UX, je les enlève directement vu que de toute façon j'ai projeté. Moins P de X plus dx, dz, dy égale 0. Sur OY, j'ai exactement la même chose. Ça me donne P de Y, dx. Bon voilà, vous ferez, vous noterez les autres forces, mais moi je le fais rapidement pour pas perdre de temps. Hop, plus dy, dx, dy égale 0. Et sur OZ, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Le poids. Donc je réécris tout ça, la même chose. Voilà, donc j'ai mes trois équations. C'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre un petit peu comment ça marche. Et après, voilà, cette méthode de résolution, elle sert dans énormément de cas. Dans le prochain cours, on verra une démonstration qui est complètement différente, mais qui réutilise exactement la même méthode. Donc c'est à bien comprendre et à savoir refaire. Genre vraiment, ce soir, vous le refaites chez vous. Vous essayez de ne pas regarder votre cours et vous essayez de retrouver toutes les relations. Alors, maintenant, on va utiliser un truc qu'on a vu dans les maths. Donc on a dit qu'il servait absolument tout le temps. Donc là, ils l'ont appelé le développement de Taylor. Alors, le développement de Taylor ou la formule du développement limité, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, on avait dit f de x plus dx égale f de x plus df sur dx dx. Ici, on a juste remplacé f par p et x par z. Donc, ce développement de Taylor, il va nous servir ici. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, déjà là, on peut tout simplifier parce qu'on les a des deux côtés. Là. Ici, on peut simplifier par dx, dy. Ici, du coup, j'ai du p de x moins p de x plus dx égale 0.
Donc, avec cette formule-là, je peux dire que P de x moins P de x plus dx, si je le fais passer de l'autre côté, est égal à moins dp sur dx dx. Donc, P de x moins P de x plus dx est égal à moins dp sur dx dx. Avec la formule du développement limité. Donc ça, c'est une première utilisation de la formule du développement limité qui revient très souvent. C'est pas la seule, mais c'est une qui est vraiment très utile. Et on sait que ça, c'est égal à 0. Donc la dérivée de la pression par rapport à x est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P est constant suivant x. Donc P de x égale constante. Maintenant, sur OY, c'est exactement pareil. Donc, j'ai dp sur dy qui est égal à 0. Donc, P de y égale constante. Maintenant, sur OZ, ça se complique un petit peu. Parce que j'ai le terme du poids. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, ici, j'ai P de z moins P de z plus dz. Donc, ça, je sais que ça vaut déjà moins dp sur dz dz. Et je réécris ce qui me reste là. J'ai du moins ρ. Ah, j'ai oublié le G là. Moins ρ dZg égale 0. Donc là, hop, je simplifie par dz. Du coup, ici, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que dp sur dz est égal à moins ρg. Donc voilà, donc maintenant j'ai résolu mes équations. J'ai obtenu 3 informations. dp sur dz égale moins ρg, dp sur dx égale dp sur dy égale 0. Et ces informations-là, je vais les rassembler sous la notion de gradient. On a dit que le gradient était un vecteur dont les coordonnées étaient les dérivées par rapport aux différentes variables. Donc maintenant, le gradient de pression, je peux dire, donc c'est dp sur dx, ça c'est égal à 0, dp sur dy, c'est aussi égal à 0, dp sur dz, et ça, c'est égal à moins ρg. Donc du coup, je peux dire que le gradient de pression est égal... Alors, moi je vais le noter avec la notation vectorielle du vecteur g, est égal à ρg. Ou est égal à moins ρg uz. Et ça, c'est la manière la plus scientifique, mathématique, de noter la relation fondamentale de l'hydrostatique. En pratique, vous la noterez surtout dp sur dz égale moins ρg. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? En fait, finalement, on a fait l'étude selon x et selon y, ça ne sert pas à grand-chose puisqu'on n'apprend pas d'informations. La pression ne varie pas selon x et selon y. En revanche, elle varie selon z. Ça paraît logique. Quand vous faites de la plongée sous-marine et que vous descendez, et ben, vous sentez la pression qui augmente. La pression varie avec l'altitude. Alors, pourquoi est-ce que... alors, je sais pas, est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce que entre le bas et le haut d'un immeuble on ne ressent pas une différence de pression une différence de pression? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous n'êtes pas très bavard. Bon. C'est parce que, en fait, cette différence de pression, cette variation, elle est proportionnelle avec la masse volumique. Or, la masse volumique de l'air, elle est faible. Donc c'est pour ça qu'en fait, au premier et au 6e étage, on ne ressent pas de différence. Mais quand on est dans l'eau, la masse volumique de l'eau, elle est beaucoup plus importante. Donc quand on descend à 10 mètres, on sent direct qu'il y a une différence de pression. Donc voilà. Et donc c'est selon l'axe des Z. Et alors que quand vous nagez dans l'eau, même à une certaine profondeur, vous ne sentez pas de différence si vous vous déplacez à l'horizontale. Mais en revanche, ça joue sur l'altitude. Donc voilà, donc là on a fait la première grosse démo du cours pour arriver à cette relation. Donc bon voilà, il y a à peu près 60% des P1 qui pensent qu'il faut apprendre juste cette formule par cœur.
Mais au final, il y a énormément d'éléments de maths et de physique dans la démonstration qui sont essentiels pour résoudre les exercices du concours. Alors, maintenant qu'on a cette formule, on est content, mais bon, on ne peut pas en faire grand-chose parce qu'elle est sous la forme d'une dérivée, donc ça nous saoule un petit peu. Donc du coup, on va avoir envie de l'intégrer. Donc là, il faut distinguer deux cas. Parce que vous voyez, dans cette formule, soit vous êtes un liquide, et dans ce cas-là, ρ est constante. Et si ρ est constant, eh ben, j'ai une dérivée égale une constante, ça va être facile à intégrer. Soit vous êtes un gaz, et dans ce cas-là, ρ est variable, et dans ce cas-là, ça complique un peu les choses. Donc ça, c'est le piège typique des fluides, des liquides gaz, c'est typiquement sur cette relation-là. Le fait d'avoir un liquide ou un gaz, il faut faire attention pour pouvoir intégrer cette expression. Donc nous, on va d'abord se placer dans le cas simple. Et le cas compliqué, vous l'aurez dans les exos chez vous. Alors, si on a ρ constante, on a dp sur dz est égal à moins ρg. Qu'est-ce que je fais pour intégrer? Non, c'est pas une équation différentielle. On sépare les variables. Donc je mets tout ce qui est en p d'un côté, tout ce qui est en z de l'autre. C'est pas une équation différentielle parce qu'il y a la dérivée mais il n'y a pas la fonction. Une équation différentielle, elle fait apparaître une fonction et ses dérivées. Donc j'intègre, donc là c'est vraiment bidon. Alors là je vais vous montrer les deux manières pour intégrer pour que ce soit bien clair dans votre tête. Deux possibilités. Soit j'intègre de manière indéfinie et je rajoute une constante. P de z égale moins ρ gz plus une constante. Cette constante, je dis que quand P de z égale 0, en gros, les conditions initiales, j'utilise les conditions initiales pour trouver la constante. Je sais que quand z égale 0, P de z vaut P0. Donc quand z égale 0, ce terme disparaît, P de z égale P0. Donc la constante est égale à P0. Du coup, ça me donne P de z égale P0 moins ρ gz. Première possibilité. Deuxième possibilité, je mets des bornes. Alors là, pour retrouver exactement la même chose, je vais intégrer entre P0 et P2Z, comme on a fait tout à l'heure dans la partie maths. Ici, j'intègre entre 0 et Z. Donc là, ça me fait le P2Z moins P0, donc le P0, je le passe de l'autre côté. Hop. Et là, ça me donne du moins ρ gz plus ρ g fois 0, donc du coup, juste moins ρ gz. Et là, je ne me préoccupe pas des constantes. Enfin, il n'y a pas de constante, puisque en fait, le fait d'avoir mis des bornes, ça résout le problème. Donc attention à bien choisir l'une ou l'autre méthode. Alors, ici, ils ont mis des bornes. Donc ils ont mis entre P0 et P2Z et entre 0 et Z. Et donc on trouve cette formule P2Z égale P0 moins ρ gz. Donc typiquement, si je suis à la surface de la mer, je suis à P0, à la pression atmosphérique. Et quand je m'enfonce, la pression... Alors ça dépend dans quel axe dans quel sens je prends mes axes. Ah oui, alors, cette formule, si vous la prenez par cœur, vous allez avoir un petit problème. Parce que j'ai fait de ma craie. Si jamais vous la prenez par cœur, si là je suis à P0 et que je définis un axe des Z vers le haut, eh bien P de Z égale P0 moins ρ gz. En fait, l'idée c'est que si je définis mon axe vers le haut ou vers le bas, ça va changer le signe du moins ρ gz. Si je le mets vers le bas, et bah plus les Z augmentent, plus le P de Z diminue, puisque c'est moins ρ gz, vous voyez? Donc il y a un problème. Donc il faut faire toujours vachement attention aux signes. Donc il ne faut pas apprendre bêtement P de Z égale P0 moins ρ gz.
il faut toujours se demander dans quel sens la pression augmente en fonction de mon axe, en fonction des Z qui augmentent. Là, plus le Z augmente, et plus la pression diminue. Donc là, ça correspond bien à la formule avec un moins. Là, plus le Z augmente, et plus la pression augmente. Donc dans ce cas-là, j'aurais P de Z égale P0 plus ρ G Z. Donc ça, c'est aussi l'intérêt d'apprendre, de comprendre les démonstrations, c'est de pas appliquer bêtement les formules et de se tromper de signe. Parce que typiquement, une première question des autres concours, les propositions, elles sont toutes les mêmes. La seule différence entre les propositions, c'est un signe. Donc soit vous vous dites, ouais, j'ai appris ma formule par cœur, c'était un moins, soit vous réfléchissez et vous trouvez la bonne proposition. Donc voilà, donc là on a fait uniquement le cas des liquides. Vous n'avez le droit d'utiliser cette formule que si vous êtes dans un liquide. Donc là, alors ça c'est un petit point de méthode important. Dans un énoncé physique c'est souvent un peu compliqué, il y a des phrases qui servent à rien, mais genre vraiment à rien, genre on vous met des considérations sur les intérêts biologiques du truc et tout ça, ça sert à rien, il faut passer vite dessus. Mais en revanche, il y a des mots qui doivent vous mettre vraiment sur des pistes. Typiquement, quand vous voyez gaz, le mot gaz, il faut vous dire attention, le ρ n'est pas constant, donc attention, enfin voilà. Et voilà, donc on verra d'autres exemples des indices qui sont vraiment à déceler dans les sujets. Ça, c'est vraiment très important. Alors, donc là maintenant on a fini l'hydrostatique, on va parler des fluides parfaits. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fluide parfait? C'est un fluide qui n'existe pas. C'est un fluide qui ne présente pas de force de frottement. C'est-à-dire que, voilà, à son passage, il ne dissipe pas d'énergie, il n'y a pas de viscosité. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie. Donc, on a dit la vitesse, c'est la vitesse d'une particule de fluide, c'est pas la vitesse d'une molécule. L'écoulement permanent. Alors ça, l'écoulement permanent, c'est une notion importante que vous allez retrouver très souvent dans tous les exercices. L'idée, c'est que dans l'écoulement permanent, c'est que les grandeurs ne dépendent pas du temps. Donc, il faut faire attention à pas mélanger les concepts. Si j'ai une conduite, que ici j'ai un point A, que ici j'ai un point B, et que je suis dans un écoulement permanent, V de A est différent de V de B. Mais V de A à T est égal à V de A à T'. Est-ce que vous comprenez la nuance? L'idée, c'est que les grandeurs ne dépendent pas du temps. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les dérivés par rapport au temps sont nuls. Et ça, c'est la propriété fondamentale de l'écoulement permanent, qui est toujours vraie pour toutes les grandeurs. C'est que les dérivés par rapport au temps sont nuls. La dérivée de la vitesse est nulle, la dérivée de la concentration est nulle, toutes les dérivées par rapport au temps sont nulles. Donc voilà, fluide parfait, pas de frottement visqueux, ça on l'a dit. Alors, l'équation de continuité, c'est la conservation de la masse du fluide. Donc bon, ça c'est un grand principe de la physique ou de la chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ça. La masse se conserve. Alors, pour l'introduire, on va d'abord définir le débit. Le débit, c'est un volume qui traverse une surface par unité de temps. Donc on note... On va noter le débit JV, dV sur dt. Donc un débit, ça peut être un débit de plein de choses. C'est un volume qui traverse une surface par unité de temps. Donc maintenant, on va réécrire cette expression d'une autre manière. On va considérer une conduite dans laquelle on considère un élément de fluide de longueur dl. Donc là, regardez bien la manière dont on peut manier les notations très simplement. Ça, c'est un truc qu'on refera plein de fois dans le cours et dans les exos. V est égal à dl sur dt. La vitesse du fluide, c'est dl sur dt. Alors là, est-ce que vous vous demandez pourquoi j'ai pas mis de d devant v et j'en ai mis devant l et t? L'idée, c'est que la vitesse du fluide, elle peut être très grande. Moi, ce que j'étudie, c'est un petit tronçon pendant un tout petit intervalle de temps. Donc, l'idée, c'est que vous avez l'habitude de dire V égale D sur T.
vous avez l'habitude d'écrire V égale D sur T. Là, je dis ma vitesse, c'est vraiment la petite longueur sur le petit intervalle de temps. Et V, du coup, peut être grand. Enfin, il n'y a pas de problème. Une dérivée, elle peut être grande. Bon, bref. Du coup, je peux écrire que dn, c'est V dt, si je renverse le truc. Donc, voilà, c'est ce qui est écrit ici. Maintenant, le volume de mon fluide ici, c'est la surface fois dl. Donc, c'est S fois V dt. Bon, là, voilà, rien de très compliqué. Du coup, si j'ai dit ici que dv, c'était S V dt, maintenant je divise dv par dt, et j'obtiens JV égale SV. Donc voilà, donc du coup, ça c'est toujours vrai, vous pouvez toujours l'utiliser, JV est égal à SV. Maintenant, la conservation de la masse. Donc on considère deux petits éléments, 1 et 2, et on dit qu'ils ont la même... Enfin, c'est le même truc, c'est le même petit élément, ils ont exactement la même masse. dm1 égale dm2. Donc la masse, je peux l'exprimer ρ fois le volume, donc ρ1 dv1 égale ρ2 dv2. Donc, si je réutilise... Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Donc, le dv, on a dit que c'était S VDT. Et en fait, on peut simplifier de deux côtés par dt, et on obtient ρ1 JV1 égale ρ2 JV2. Est-ce que vous voulez que je vous l'écrive ou ça va, vous avez compris? Ouais? JV, c'est le débit. On l'a défini ici. C'est le volume qui traverse une surface par unité de temps. Donc, un débit, ça peut être un débit de n'importe quoi. Par exemple, une intensité électrique, c'est un débit. C'est un débit de charge. Un débit, ça peut être de l'eau dans une conduite par unité de temps. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc ici, on a ρ1 JV1 égale ρ2 JV2. Donc du coup, on a dit que JV, c'était SV. Donc je peux écrire ρ1 S1V1 égale ρ2 S2V2. Ça, c'est l'équation de continuité. C'est la version officielle qui marche tout le temps, qui est toujours vraie. Mais en pratique, vous allez souvent pas l'utiliser sous cette forme, mais il faut pas tout mélanger. Ça, c'est vrai tout le temps. Après, on va avoir des cas particuliers qui dépendent du fluide que l'on étudie. Si jamais le fluide est incompressible, ρ1 égale ρ2, c'est-à-dire si c'est un liquide, on a la masse volumique qui est constante, donc ρ1 égale ρ2, et on a S1V1 qui est égal à S2V2. Ou encore, SV est constant. Donc ça veut dire que le début est constant dans la conduite. Si vous avez un gaz, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Vous devez écrire ρ1 S1V1 égale ρ2 S2V2. Parce que la masse volumique n'est pas constante et vous ne pouvez pas la simplifier. Alors, ensuite, on va parler d'un théorème important, enfin du théorème des fluides parfaits, qui est le théorème de Bernoulli. Alors, le théorème de Bernoulli, l'idée de ce théorème, c'est de dire mon fluide est parfait, donc il n'y a pas de perte d'énergie. Et en gros, ce théorème explique juste ça. C'est la conservation de l'énergie mécanique du fluide, des fluides parfaits. Alors, on va voir que c'est par unité de volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que dans mon expression, je vais avoir des ρ, des masses volumiques, au lieu d'avoir des masses. On a divisé par le volume. Masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Alors, le théorème de Bernoulli a des conditions d'application que vous devez connaître par cœur, mais que vous allez très rapidement connaître par cœur, parce que c'est pas très compliqué à retenir. Il faut que le fluide soit parfait. Il faut qu'il soit incompressible, donc que ce soit un liquide. Si c'est un gaz, ça ne s'applique pas. Il faut que l'écoulement soit permanent. Et il faut que ce soit le long d'une ligne de courant. C'est-à-dire que vous pouvez, comme c'est un théorème qui s'applique entre deux points, vous ne pouvez pas l'appliquer entre deux bacs différents qui sont séparés, qui n'ont pas de lien. Alors, ces conditions d'application, en fait, elles nous servent bien parce que finalement, dans les exercices, les profs sont obligés de vous préciser, oui, donc c'est un fluide parfait, c'est un liquide, il est en écoulement permanent, non. Donc quand vous voyez tous les indices des conditions d'application, dans votre tête, vous devez vous dire, ah, ça c'est un Bernoulli. Ça doit être automatique. Donc du coup, c'est un théorème qui est assez facile à savoir quand l'utiliser. Il suffit juste que vous ayez les conditions d'application dans l'énoncé et vous pouvez y aller, vous pouvez l'appliquer. Alors, l'énoncé de ce théorème nous dit que l'énergie, donc ça, petit rappel de Nicée, l'énergie c'est une énergie cinétique plus une énergie potentielle. L'énergie cinétique, vous avez vu, 1/2 de mv2.
Ici, on a dit qu'on allait faire des énergies volumiques, donc on va juste diviser par le volume, ça va nous donner un demi de ρ V2. Plus une énergie potentielle. Alors, au lycée, vous avez vu une énergie potentielle de pesanteur, vous avez vu mgz. Ici, on va avoir ρgz, puisqu'on a divisé par le volume. Et on va avoir une deuxième énergie potentielle, qui va être une énergie potentielle de pression, donc plus P. Et que nous dit le théorème de Bernoulli? Il nous dit que cette énergie se conserve, donc est constante. Du coup, si elle se conserve, si elle est constante, entre deux points 1 et 2, on peut écrire P de 1 plus ρgz1 plus 1 demi de ρv1 carré est égal à P2 plus ρgz2 plus 1 demi de ρv2 carré. C'est sous cette forme-là qu'on l'utilisera tout le temps. Donc voilà, si vous voyez les conditions d'application dans l'énoncé de l'exercice, vous savez que vous utilisez un Bernoulli, vous écrivez ça et le truc se déroule tout seul. Pour le coup, c'est relativement facile. Alors, en fait, j'ai terminé assez en avance, donc du coup, on va en profiter pour faire un vrai rappel sur les équations différentielles. Alors, je vais mettre là. Donc, si j'ai assez de fil. C'est bon, vous avez sorti vos stylos. Bon. Ok, on commence. Donc on va traiter, en fait on va faire ce qu'on faisait au lycée les années d'avant. Mais en version P1 quand même. Enfin, on va pas apprendre bêtement une formule. Alors, on va prendre le cas d'une équation différentielle. A, y' plus by égale c. On va mettre plutôt plus c égale 0. Donc ici, on a une équation différentielle dont la fonction est y, dont la dérivée première est y'. Et donc notre but, c'est de la résoudre, donc c'est de trouver y égale. Donc pour ça, on va décomposer en deux étapes. Et il faudra toujours faire deux étapes. La première étape, c'est de trouver la solution. Donc là, je vous écris tout parce que de toute façon, il faut tout écrire. C'est la solution générale de l'équation sans second membre. Donc l'équation sans second membre, le second membre c'est C, c'est ce qui n'est pas en Y. Je laisserai au tableau après, donc peut-être écoutez maintenant et écrivez après. Essayez de comprendre déjà. Donc l'équation sans second membre, donc le second membre c'est ce qui n'est pas en Y. Donc du coup l'équation sans second membre c'est AY' plus BY égale 0. Donc je veux résoudre cette équation là. Donc qu'est-ce que je vais faire en premier? On sépare les variables. Alors, pas vraiment dériver, on va plutôt intégrer, mais on va d'abord séparer les variables. Alors, du coup, AY' égale moins BY, ça me donne Y' sur Y est égal à moins B sur A. Maintenant, j'ai séparé les variables, je peux intégrer. Alors, si vous préférez, vous pouvez le réécrire. A dy sur dx est égal à moins BY. Et auquel cas, en séparant les variables, ça vous donne du A dy sur Y, non, ça vous donne du dy sur Y est égal à moins B sur A dx. On va plutôt l'écrire comme ça d'ailleurs, c'est mieux. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste séparé les variables. Maintenant j'intègre. Donc moi je vais intégrer de manière indéfinie parce que quand j'ai le choix, je préfère faire deux étapes pour être sûr de ne pas me planter. La primitive de dy sur y, c'est ln de y. Bon, là, je ne mets pas de valeur absolue parce que j'ai la flemme, mais voilà. En P1, en pratique, ça ne sert pas énormément. ln de y est égal à moins b sur a de x. Et là, surtout, très important, je n'oublie pas la constante. Donc maintenant, je n'ai pas encore ma fonction y, j'ai ln de y. Donc je prends l'exponentielle.
y est égal à exponentielle de moins b sur a de x plus une constante. Donc là, avec la formule de l'exponentielle, vous savez que ça fait e de moins b sur a de x fois e de constante. Donc e de constante, c'est une autre constante. Je l'appelle k. Et du coup, je trouve y est égal à k exponentielle de moins b sur a de x. Ça, c'est mon y1. Bon, vous pouvez mettre des 1 partout si ça vous amuse, mais voilà. C'est la solution générale de l'équation sans second membre. Maintenant, deuxièmement, on cherche la solution, une solution particulière de l'équation avec second membre. Donc ça c'est là-haut, hop. Donc une solution particulière, c'est-à-dire qu'on veut juste une fonction, il faut trouver juste une fonction qui vérifie ça, mon truc de base. Donc du coup, je vais pas aller chercher très loin, je vais prendre la fonction la plus simple qui soit, je vais prendre une fonction constante. Donc une fonction constante, sa dérivée nulle. Donc du coup, si je prends une fonction, si je postule, on va dire, on suppose y égale constante. Donc y' égale 0. Donc je réécris mon équation là-haut avec ces nouvelles informations. Ça me donne y est égal à moins c sur b. Tout simplement. Et là, mon c et mon b étant des constantes, ça confirme bien que je pouvais faire cette supposition. Alors dans le cas où a, b et c ne sont pas des constantes, ça complique un peu les choses. Mais la méthode est toujours la même, il faut trouver une fonction qui marche. Donc là, j'ai pris une fonction constante, mais c'est parce que j'avais des coefficients constants. Et la troisième étape, c'est de faire la somme des deux. Donc, mon y final, c'est k exponentielle de moins b sur a de x, moins c sur b. Voilà, bon, ça c'est la méthode des équations différentielles basiques à connaître bien par cœur. Et surtout, apprenez bien vos dérivés et vos primitifs pour pouvoir résoudre toutes les équations, toutes les équatifs que vous aurez. Donc voilà, et puis pour finir, je vais vous donner quelques points de méthodologie de physique. Je vous conseille en physique, bon, je vous l'ai dit déjà au début du cours, il faut que vous bossiez beaucoup sur votre poly, que vous maîtrisiez absolument vos démonstrations. S'il vous plaît, rangez pas tout de suite, c'est vraiment important, c'est limite le plus important la méthode. Il faut que vous bossiez sur vos démonstrations absolument, que vous n'avez pas le droit d'apprendre uniquement vos formules, ça ne servirait à rien. Quand vous faites des exercices de physique, vous allez au début faire des erreurs débiles, ça arrive à tout le monde, enfin voilà, vous allez appliquer un Bernoulli alors que vous n'avez pas un fluide parfait, enfin vous allez faire des erreurs débiles. Pour progresser, il y a un truc qui marche vraiment bien, c'est de noter toutes ces erreurs dans un petit carnet. Et à chaque fois que vous faites une erreur, vous notez genre une phrase, faire attention aux conditions d'application pour Bernoulli, genre si j'ai pas un fluide parfait, ça marche pas. Avoir un petit carnet avec ces erreurs qu'on relit régulièrement, qu'on apprend un petit peu, qu'on revoit le soir avant de s'endormir, ça permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que vous allez voir que sinon, vous allez ingurgiter tellement d'informations en P1, et il y a quand même tellement d'exercices différents par rapport au lycée, hein. C'est pas non plus monstrueux, mais par rapport au lycée, ça fait quand même une grosse différence, que vous allez toujours refaire les mêmes erreurs sans vraiment imprimer. Donc pour rentabiliser au mieux les exercices que vous faites, faites-vous un petit carnet d'erreurs où vous notez les points sur lesquels vous vous êtes trompé, relisez-le et comme ça vous les referez plus. Et sinon en physique c'est très important de se mettre en condition. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du semestre qu'aller en concours blanc de physique, que ce soit dans vos prépas ou au tuto, ça va vraiment vous saouler parce que ça vous fera peur, vous aurez l'impression un peu de perdre du temps parce que ça vous prendra une après-midi de 3 heures, enfin voilà.
Et voilà, vous aurez peur de vos classements et tout ça, c'est dur et tout, c'est vrai, tout le monde ressent la même chose, mais la physique c'est vraiment une matière dans laquelle on progresse en condition, donc allez absolument à tous vos concours blancs, mais vraiment à tous, surtout qu'en plus c'est vraiment 3 heures de travail, enfin une épreuve de physique c'est 3 heures de travail hyper efficace, donc ça vous fait vraiment pas perdre du temps, ça vous en fait gagner. Et voilà, bon après les classements, c'est normal, au début de se toller en physique, c'est ultra normal, et il y a, au bout d'un moment, on finit par avoir un peu un déclic, et ça vient beaucoup plus facilement, donc il faut surtout pas lâcher. Dernier truc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant là on a un petit peu de temps, et n'hésitez pas à passer au bureau, à aller sur le forum, poser toutes vos questions, et voilà, parce qu'il faut éclaircir tous les points qui vous paraissent pas clairs. Ah oui, attendez, bougez pas. On vous distribue les corrigés des exercices qui ne sont pas corrigés en cours. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. Vous avez des exos à faire. Donc pour la prochaine séance, on corrigera les exos en début de cours. Donc si vous les avez pas préparés, ça vous servira à rien. Donc franchement, préparez-les, regardez-les au moins, même si vous n'arrivez pas à les faire. Voilà, là on vous distribue le corrigé des exercices qui ne sont pas corrigés en cours, donc c'est pour que vous vous entraîniez, faites-en le maximum, et au prochain cours on corrigera les exos qui sont là, et à la fin du prochain cours on vous distribuera le corrigé des exos qu'on aura fait en cours. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions, même tout au long du semestre, en TD de physique, allez poser des questions à vos profs de TD, allez en TD, participez en TD. C'est en étant actif dans cette matière et en débloquant les points qui vous paraissent difficiles que vous surmonterez le truc.